Bon, ben merci d'être aussi nombreux pour venir écouter la parole de Lévinas, enfin une partie de la parole de Lévinas, parce que au printemps, j'étais à une réunion ici de l'Université populaire du Pays d'Aix, et il y avait eu un grand débat pour définir le thème de l'année. Et ça débattait, hein, comme dans toute assemblée démocratique, en disant interculturalité ou multiculturalisme ou voilà. Et quand Isabelle m'a demandé de proposer un thème de conférence, une proposition de conférence, ben, je me suis dit peut-être qu'on pourrait attaquer ce thème de l'interculturalité à travers Lévinas pour croiser le thème de l'altérité dont je vais vous parler, dont Lévinas vous parle ici, et le concept républicain, de la devise républicaine de la fraternité, dont Lévinas parle aussi, mais Lévinas n'en parle pas en tant que devise républicaine, il en parle évidemment en tant que concept philosophique d'altérité. Donc c'est ce croisement entre la philosophie de Lévinas et la devise républicaine que je veux faire ce soir pour qu'on puisse discuter qu'est-ce qu'on met derrière cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Voilà un petit peu le thème de la conférence. Alors Lévinas, hein, très rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais si vous êtes là, c'est que vous en avez au moins entendu parler, Lévinas, c'est un philosophe du XXe siècle, hein, il est né en 1906 et il a dû mourir en 1995 ou un truc comme ça. 95 ? Je me confirme, 95 donc. Et il était né en Lituanie. Et il a été naturalisé français en 1930. Et en tant que Français, en 1940, ben, il avait été mobilisé et il a été fait prisonnier. Ce qui lui a quelque part sauvé la vie un petit peu, puisqu'il a été prisonnier de guerre en Allemagne, soumis au travail forcé, et il va passer toute la guerre prisonnier en 1940, toute la guerre il est prisonnier, soumis au travail forcé jusqu'à la libération. Et à son retour de captivité, il apprend que toute sa famille a été exterminée, puisqu'il était juif, hein, évidemment, je ne vous l'ai pas dit au début, et donc sa famille avait été raflée et tout exterminée, il reste tout seul. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a une importance au plan philosophique. Au plan philosophique, ceux qui ont influencé Lévinas, c'est essentiellement deux philosophes allemands, Edmund Husserl. Alors Edmund Husserl, c'est, pour le qualifier en deux mots, le père de la phénoménologie, et Martin Heidegger. Alors Martin Heidegger, un peu de sulfureux, mais c'est quand même les deux philosophes dont la pensée philosophique, je ne parle pas des accointances politiques, surtout avec Heidegger, mais dont la pensée philosophique ont influencé Lévinas. D'ailleurs, il les avait rencontrés tous les deux, surtout Martin Heidegger, d'ailleurs, à l'université de Fribourg. Et il a introduit en France, c'est Lévinas qui a introduit en France les œuvres de ces deux philosophes. Il a même traduit certaines. Hein. J'ai noté qu'il avait traduit, par exemple, les méditations cartésiennes de Husserl. C'est Lévinas qui en a fait la traduction. Et son travail philosophique a été marqué donc par ces deux philosophes-là, et également par la tradition juive. Hein. On ne va pas en parler ce soir, mais Lévinas a beaucoup travaillé avec le maître Chouraki sur la Torah et non seulement les traductions, mais même les interprétations de la Torah. Donc ça a influencé aussi sa philosophie, évidemment, et puis sur la condition des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, puisque, comme je vous l'ai dit, son drame personnel a influencé toute sa philosophie. Et partant de ces expériences-là, et surtout de l'expérience de la guerre, et des camps de travail, Lévinas, il va déconstruire la philosophie de l'être, hein, c'est-à-dire l'approche ontologique de la philosophie, et il va proposer une philosophie de l'autre. C'est moi qui ai fait le jeu de mots, hein, entre la philosophie de l'être et philosophie de l'autre. Cette philosophie de l'autre, elle est centrée sur la question éthique et métaphysique de autrui. Autrui étant caractérisé comme l'infini, impossible à totaliser, dit Lévinas dans Totalité et Infini. Alors l'éthique, c'est quelque chose qui est omniprésent à travers toute la philosophie d'Emmanuel Lévinas. Alors, pour ceux qui sont
pas familier des termes philosophiques, hein, parce que éthique, ça a un sens particulier. J'ai pris ici une définition. L'éthique, en fait, c'est la discipline, la partie de la philosophie qui s'intéresse aux jugements moraux, mais à ne pas confondre avec la morale, parce que éthique et morale sont les deux, comment dire, les deux composantes de la moralité. Et je vous donne là la définition de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit moralité, c'est l'ensemble des règles que rien d'autre que la conscience n'impose. Mais alors que la morale a une provenance sociale, hein, c'est des règles qui sont établies par la société, ben, l'éthique, et donc c'est en quelque sorte une contrainte subie, puisque c'est la société qui m'impose des règles de morale. Donc c'est une contrainte subie. Et à l'inverse, l'éthique a une provenance individuelle. Ce sont des règles de conduite que j'établis moi-même. Je me dis, je vais me conduire de cette façon, indépendamment de la morale. Donc vous voyez, il y en a une qui a une provenance sociale, c'est la morale, contrainte subie, et l'autre, une provenance subjective, individuelle, c'est une morale choisie. Voilà. Et donc, pour revenir à Lévinas, l'éthique est omniprésente dans toute sa philosophie, et pour lui, l'éthique, c'est un agir vers l'autre, ou pour l'autre, ou avec l'autre. Donc, et pour Lévinas, l'éthique, c'est la philosophie première. Hein, c'est ce qui est au principe de la philosophie. Contrairement, par exemple, à Martin Heidegger, dont on parlait tout à l'heure, pour lequel c'est l'être, la philosophie première. Et d'ailleurs, toute la philosophie occidentale, depuis les Grecs anciens, s'est intéressée à l'être ontologiquement. Et Lévinas, lui, il dit non, c'est l'éthique qui, pour moi, Lévinas, est la philosophie première. L'éthique est le pluralisme. Alors le pluralisme, il définit, non pas dans ce bouquin, mais dans un autre qui s'appelle Totalité infinie, où il introduit en tout cas le pluralisme. Le pluralisme, c'est une voie éthique pour Lévinas que tout un chacun se doit d'aborder. On doit aborder le pluralisme parce que ça transcende les différences. Je parle au nom de Lévinas, hein, ce n'est pas obligatoirement ce que je pense, mais pour Lévinas, le pluralisme transcende les différences et donne un sens éthique à tout agir. Toute action reçoit un sens éthique grâce au pluralisme. Alors, à l'inverse, justement, toutes les tentatives de la philosophie occidentale, hein, j'en parlais tout à l'heure depuis les Grecs, ben, ils pensent l'autre, vu que leur philosophie, c'est une philosophie de l'être, ils pensent l'autre à partir du moi ou du soi. Et ça, pour Lévinas, ça témoigne de ce qu'il appelle l'insurmontable allergie qu'inspire l'autre. Alors lui, il dit, ça peut même être l'horreur de l'autre. Hein. Pour Lévinas, définir l'être à partir du moi, l'autre à partir de moi, c'est l'insupportable allergie qu'inspire l'autre, qui demeure autre. Et en réduisant l'étranger à un thème ou à un objet, en objectivant l'autre, ben, cette philosophie occidentale, pour Lévinas, se condamne justement à être une philosophie de l'être. Une philosophie de l'être, de l'immanence, hein, du narcissisme. Et Lévinas, il va dresser un véritable réquisitoire contre tout modèle théorique d'objectivation d'autrui. Donc il va à l'encontre de la philosophie occidentale depuis ses débuts, en tout cas de la philosophie de l'être, qui objective l'autre, et lui, il va à l'encontre de toute philosophie qui objectiverait l'autre, parce que ontologiquement, dans la philosophie occidentale, et même dans les religions, au moins la religion chrétienne, ou l'islam d'ailleurs, frater, hein, ça désigne tout membre de l'espèce humaine. Hein, et on dit tous les hommes sont frères. Hein, il y a beaucoup de religions et même de philosophie occidentale, grecque, qui disent ça.
Et en définissant frater comme tout membre de l'espèce humaine, ça veut dire qu'on considère la famille humaine, on considère déjà l'humain comme une famille, et que cette famille, elle est une, au sens des néoplatoniciens, hein, c'est une, unie et unique, cette famille. Et parce que le genre humain est un, justement, on peut le comparer à une famille pour cette philosophie occidentale, d'où l'idée de fraternité. Si on est tous du genre humain et que ce genre humain est un, ben, par voie de déduction, on est tous frères. Et donc cette philosophie de la représentation, pour Lévinas, en asseyant justement son emprise sur l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'autre en tant qu'objet, elle affirme ce que Lévinas va appeler la suprématie du même. C'est-à-dire le même, c'est mon semblable. C'est-à-dire l'autre, cette philosophie de l'être, elle dit l'autre, c'est moi. Et d'ailleurs, on le retrouve, c'est pour ça que je parlais des religions. Les religions disent, alors j'ai noté, j'ai pas tout noté parce que ça serait impossible, j'ai noté où est-ce que cette phrase est dite. La phrase qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Hein, vous connaissez tous cette phrase. Alors si on prend, elle est citée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Comme j'avais pas le temps de tout relire et tout, j'ai trouvé au moins une dizaine de fois où elle est citée. Elle est citée dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, elle est citée dans toutes les évangiles, les 4, enfin je suppose les 4, je n'ai pas été voir dans celle de Jean, mais elle est citée chez Matthieu, chez Marc, chez Luc, et puis dans tous les épîtres, vous savez, aux Galates, aux Romains, aux machins, à chaque fois, on nous rappelle que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire qu'on considère l'autre comme le même, c'est mon semblable. Mais je l'aime comme moi-même, donc c'est un peu narcissique. Je définis l'autre par rapport au moi, hein, et ça atteint son paroxysme dans la philosophie de Martin Heidegger, hein, cette précédence de l'être par rapport à l'étant et de l'ontologie par rapport à la métaphysique. Alors cette conception de l'autre, c'est moi, bah, elle peut engendrer le communautarisme, justement, et le repli identitaire. Parce qu'on s'ouvre aux autres dès lors qu'ils sont semblables. Hein? J'aime comme mon semblable. Et ce qu'on va chercher chez l'autre, c'est des similitudes avec soi-même. Mais tout ça, ça ne fait pas une relation interculturelle. Parce qu'on peut faire valoir que la fraternité, si on la limite au cercle de ses proches, ou de ses mêmes, dirait Lévinas, ou de ses semblables, si on la limite à ça, ben la fraternité, elle ne mérite plus son nom. Ça devient une simple complicité, une complicité qui n'ose pas s'avouer telle, donc, et qui se cacherait derrière une plus noble appellation. À ce propos de complicité, Maupassant, il avait une phrase cruelle pour définir la fraternité, enfin au moins celle qu'il voyait autour de lui. Il disait, je le cite, il parlait des coudoiements familiers qui vous donnent seulement l'illusion de la fraternité humaine. C'est-à-dire, si on limite à mes semblables, à mes autres, à ma communauté, bah, c'est des coudoiements familiers, c'est des gens que j'aime bien de toute façon déjà, donc je ne me vois pas. Hein. Et Lévinas, justement, il va renverser les termes de cette réflexion avec une pensée qui va placer l'autre avant le même. Lévinas, c'est le penseur d'une fraternité qui est non pas conçue comme une compassion un peu mièvre, hein, la fraternité universelle, ça fait un peu mièvre pour Lévinas, et encore moins comme on appelle à la fusion de sujets qui seraient semblables. Le frère, chez Lévinas, ce n'est pas le même, c'est l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'identique, c'est le singulier. Lui, il parle de s'être autrement qu'être. Et pour la première fois avec Lévinas, depuis la philosophie grecque, hein, pour la première fois avec Lévinas, c'est l'autre radicalement différent de nous qui nous constitue. Il dit, l'autre n'a d'intérêt que s'il est radicalement différent de moi. Si c'est le même,
Ça ne présente pas d'intérêt. Et nous sommes constitués, nous n'existons que parce que l'autre nous regarde, dit Lévinas. Et au final, Lévinas, il nous délivre un message simple, hein, qui est le respect de l'autre. La rencontre d'autrui, même si elle comporte une mise en danger, c'est aussi ce qui révèle mon humanité. Alors, pourquoi est-ce qu'on se réfère si peu à la fraternité qui, selon Lévinas, s'impose pourtant à nous, hein? Et pourquoi la République la réduit-elle souvent à la solidarité, en évitant ainsi de se poser la question de l'ultime épreuve de la rencontre avec autrui. On réduit à la solidarité. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, la fraternité républicaine? Alors, se donner la fraternité comme objet de réflexion, je vous invite à le faire, parce que ça offre l'occasion de mesurer la difficulté de mettre à l'épreuve de la pensée l'idée de fraternité. C'est difficile. Et la difficulté de donner un sens précis au mot fraternité, la difficulté encore plus d'explorer la réalité de la fraternité. Si nous nous plaçons dans l'espace de la devise républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité, on remarque immédiatement que notre rapport à la fraternité n'est pas exactement le même que celui avec la liberté ou avec l'égalité. Avec la liberté, le rapport à la conscience politique est immédiat et direct. Hein. Elle associe la liberté à ce qui nous fonde, à ce qui fonde l'identité. Une identité qui est une exigence vitale pour tout être humain, hein. Liberté de se déplacer, liberté de penser, de s'exprimer, etc., de participer au grand geste du vivre ensemble, quoi. Et la liberté peut, du moins en partie, s'objectiver dans un code commun, c'est-à-dire, pour le dire plus simplement, se définir par des règles. Je peux définir la liberté par des règles. Et pareil, il en va de même pour l'égalité, dans la mesure où l'égalité se présente d'abord à la conscience comme la recherche de l'égalité des libertés et des droits. Hein, c'est le premier truc qui vous vient à l'esprit. Alors qu'avec la fraternité, d'ailleurs, qui est venue se fixer très tard dans la devise républicaine, hein, puisqu'il faudra attendre l'épisode de la révolution de la République de 1848 pour retrouver la fraternité dans la devise, liberté, égalité, fraternité. Avant, on ne parlait pas de la fraternité, du moins pas dans la devise. Donc avec la fraternité, le rapport est différent, bien différent d'avec l'égalité et la fraternité, parce qu'il est moins direct et moins immédiat. Et pourquoi ? Parce que la fraternité me parle d'abord de l'autre, et non plus simplement de moi. Et peut-être même de l'autre avant moi, comme le dit Lévinas. Mais de quel autre s'agit-il pour qu'on m'assure qu'il est un frère? Et frère en quoi? Frère au nom de quoi ou au nom de qui? Et quel est ce père? Si c'est mon frère, si vous êtes mes frères. Quand je dis frère, je vois qu'il y a beaucoup de dames là, c'est un terme générique, hein, ça inclut évidemment les sœurs. Non, parce que je viens de m'apercevoir qu'on parle de frère. Fraternité, hein, c'est le terme générique qu'on emploie. Donc, quel serait ce père ou celui qui tient le de père qui saura me persuader d'une origine commune? Vous voyez, perplexité qui surgit quand la fraternité s'avance dans la République. Hein. Et la fraternité, et c'est là un peu son abîme, c'est quelque chose de terriblement abstrait, justement, de déroutant et de troublant. Parce que même si un biologiste ou un généticien ou un paléontologue éclairé, j'en sais rien, parvenait à démontrer que tous les hommes sont génétiquement frères. Imaginez, un généticien, il parvient à démontrer scientifiquement que tous les hommes sont génétiquement frères. En ce qu'ils appartiennent évidemment à une espèce commune qui est le genre humain. Ben moi, je doute pour autant que les hommes se sentiraient davantage frères et que chacun reconnaîtrait pour tel les milliards d'individus d'autres hommes qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaîtra jamais, et d'ailleurs qu'il n'a peut-être pas du tout envie de connaître, malgré son ouverture d'esprit ou sa bonne volonté. Et pourtant,
il se pourrait aussi, à l'inverse, que chacun éprouve un plaisir particulier à fraterniser, hein, comme on dit parfois de manière un peu triviale, un plaisir encore plus profond que celui que procure la liberté et l'égalité. Car aussi abstraite que soit la fraternité, sa composante affective, à laquelle on cherche souvent à la réduire, est aussi ce qui la rend attachante. Je dis attachante au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu'elle crée, elle nous parle d'un lien. C'est pour ça qu'elle est attachante, d'un lien, un lien à la fois abstrait et sensible, qui crée ce rapport obscur, un peu ambivalent, que nous entretenons avec la fraternité. Et c'est cette oscillation entre l'abstrait émotionnel et l'esprit rationnel, entre le cœur et la raison, je dirais, c'est ce qui nous empêche d'en faire une expérience compréhensive, objective en tout cas, qui en stabiliserait le sens. Alors j'ai noté que sans doute pour donner corps et vie à la fraternité, peut-être ce qui nous manque un organe que Hannah Arendt appelait un cœur intelligent. Hannah Arendt disait ça. Et ce qui est intéressant, si on revient à la devise républicaine, à liberté, égalité, fraternité, c'est que la liberté, elle peut se conquérir et se garantir. L'égalité, pareil, elle peut s'instituer, se décréter par des lois, alors que la fraternité, elle est beaucoup plus subjective. Et elle existe qu'à travers sa pratique. On ne peut pas la décréter comme ça. Et elle fonctionne dans le champ des relations interpersonnelles ou intergroupales, un peu comme ce supplément d'âme qui la rend concevable, attrayante, suspecte même parfois, parce qu'il y a eu une suspicion vis-à-vis de la fraternité dans la République. Et ça s'est traduit d'ailleurs par une relégation de la fraternité à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, une relégation de la fraternité dans la sphère du privé et du religieux. Parce que la République laïque du début du XXe siècle a mal supporté une inclusion qu'elle voyait religieuse, cette intrusion de fraternité religieuse en son sein. Et bon, elle ne s'est pas résolue à la supprimer de la devise républicaine, mais il y a eu des tentatives. Et on a essayé de parler de solidarité plutôt que de fraternité. D'ailleurs, il y avait un homme politique qui était théoricien d'ailleurs du solidarisme, Léon Bourgeois, à la fin du XIXe siècle. Il voulait substituer la solidarité à la fraternité comme valeur commune. Et ce faisant, il appelait la fraternité à être seulement une sorte de complément du vivre ensemble, mais pas nécessaire pour le fonder. Et c'est bien que la fraternité fut un peu reléguée ou tenue comme un synonyme un peu plus chaud de la solidarité. Et pourtant, ce mot, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est-à-dire 100 ans après Bourgeois, Léon Bourgeois, c'est un mot qui nous tourmente parce qu'il est fort. Il fait presque peur. Mais on est prêt à l'accueillir, paradoxalement, et à le valoriser dans certaines circonstances précises où l'émotion est vécue comme un signe positif qui traduit quelque chose d'un bien commun ou du désir d'être ensemble. Je vous donne 2 ou 3 exemples que j'ai piochés comme ça pour illustrer ce propos. Premier exemple, en 1998. Alors moi je ne suis pas du tout amateur de foot, mais il n'empêche qu'en 1998, la victoire de la France lors de la Coupe du monde de football a été célébrée dans une nuit de liesse, vous vous rappelez, les Champs-Élysées, Noir de monde, etc., où on n'a pas hésité à évoquer, on entendait dans la presse, on évoquait une France fraternelle, parce qu'elle était autour d'une équipe dite Black, Blanc, Beurre. Et voilà, et là on avait retrouvé la fraternité, on s'en foutait, il n'y avait plus de blanc, de noir, de beurre, on était tous frères. C'était une France réconciliée, ou en tout cas capable de devenir, à la faveur là, de quelques coups de pied dans un ballon. Deuxième exemple,
après l'attentat des Twin Towers à New York, et qui a été suivi quelques jours plus tard par l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai récupéré le journal Le Monde du 1er octobre 2001. Il titrait en première page « New York, Toulouse, le réveil de la fraternité ». Et ça, c'était le titre. Et si vous lisez l'article, le journaliste, alors d'une plume très lyrique, il disait, je vous le cite, il parlait d'un même élan de fraternisation, d'un même sens retrouvé du collectif et de l'entraide, et d'une logique altruiste où émergent à nouveau les plus belles qualités humaines. Voilà, donc on avait retrouvé la fraternité à travers ces deux événements, les Twin Towers et AZF. Et plus récemment, plus près de nous encore, dans le temps, chronologiquement, vous vous rappelez, le 11 janvier 2015, la manifestation unitaire après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher. On s'est retrouvé là près de 4 millions de personnes dans les rues qui affirmaient tous « Je suis Charlie », alors que l'hebdomadaire, il n'arrivait pas à vendre les 30 000 exemplaires de son tirage une semaine avant. C'est dingue. Mais qu'importe. Cette affirmation, ça voulait signifier que le cauchemar avait cédé la place au rêve renouvelé d'une France fraternelle. Et ce que ne manquait pas de nous répéter, évidemment, en boucle, tous les médias et les politiques, parce que, est-ce qu'on n'avait pas vu dans le même cortège, se tenant la main, Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas? Ils étaient là dans le cortège, donc c'était la fraternité humaine retrouvée. Alors j'arrête le petit florilège des exemples, mais vous pouvez vous amuser à en trouver d'autres, hein. Mais je n'aurais pas l'indélicatesse quand même de souligner que cette fraternité fusionnelle, quand même, des 3 exemples que je vous ai cités là, elle n'a pas inspiré un plus de fraternité réelle dans la société, hein. Et on n'aura pas la cruauté de rappeler que la xénophobie et l'intolérance, elles n'ont pas régressé d'un iota en France. En fait, la fraternité réapparaît dans la République lorsque le lien social humain il paraît miné par ses propres insuffisances, ou ses négligences, ou ses contradictions, et ça laisse supposer un possible naufrage collectif. Alors à ce moment-là, hop, la fraternité réapparaît dans la République. Un poète sétois, c'est pas Georges Brassens, c'est Paul Valéry. Paul Valéry, il disait que certains mots avaient plus de valeur que de sens. Et je crois, moi, que fraternité fait partie de ces mots qui ont plus de valeur que de sens. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Paul Valéry par cette sentence? Il y a des mots qui ont plus de valeur que de sens, mais c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont porteurs d'un message et d'une signification si forte qu'elle concentre une valeur inestimable, difficile à apprécier d'ailleurs, une valeur, on dirait, hautement symbolique. Et ces mots nous parlent en profondeur de notre humanité, ou plutôt de notre humanité possible, dirait Lévinas. Et la fraternité, justement, elle nous parle du lien humain, de la nature de ce lien humain et de son sens. Mais justement, la valeur du mot est telle qu'il nous est difficile de lui donner un sens. C'est pour ça que depuis le début, on arrive dans la devise républicaine, liberté, on voit à peu près ce que c'est, égalité, on sait à peu près le définir, mais fraternité, on a du mal à lui donner un sens. Et lui donner un sens dans les 3 acceptions que recouvre le mot sens, c'est-à-dire le sens qui veut dire signification, et là il s'agit d'avoir une bonne intelligence du mot, une bonne compréhension du mot pour le rendre sensé. Quelle est la signification de fraternité? Mais le sens aussi, deuxièmement, qui veut dire direction. Parce qu'il faut bien trouver une orientation ou un horizon vers lequel cheminer. On pourrait appeler ça un idéal commun. La fraternité, il faut connaître sa signification, mais ça peut être aussi un idéal commun. Donc le sens, direction. Et puis le sens aussi qui nous renvoie au sensible, à la sensibilité, c'est-à-dire à nos sentiments, aux affects qui correspondent à la valeur de ce mot. Donc sens, signification, sens, direction, sens, sensibilité. Pour parvenir à entrer dans la valeur fraternité, il faudrait pouvoir décliner ces 3 sens dans une approche systémique. La fraternité, c'est tout à la fois une signification, une orientation et des affects.
un de mes amis, Edgar Morin, il indiquait dans un de ses livres qui s'appelle « Introduction à la pensée complexe » que la fraternité nous obligeait à entrer dans la complexité de notre condition d'humain. La complexité, c'est un peu son dada, Edgar. Mais cette complexité, ben, c'est d'abord le travail qu'on doit faire pour pénétrer dans les couches de ce triple sens que je viens de vous donner et qui nous permettrait de rejoindre la valeur fraternité. Parce que sinon, la fraternité, elle est présente en nous, mais un peu comme une nostalgie de l'inaccompli, quoi. On la ressent à la fois déjà là et pas encore là. Et c'est la fraternité qui donne âme à la liberté et à l'égalité. Car seule la fraternité autorise l'initiative, requiert le respect de l'autre et permet et encourage son progrès. Et la fraternité, c'est finalement le socle d'un idéal dont la liberté et l'égalité seraient la perspective. Parce que si la fraternité n'est pas posée dès le départ, avant la liberté et l'égalité, ben, il y a peu de chances de la retrouver à l'arrivée et de lui donner une incarnation, une signification plénière. Cette primauté de la fraternité correspond à une expérience plus originelle que celle de la liberté et de l'égalité. La fraternité relève d'un avant, non pas un avant chronologique et historique, mais un avant ontologique et éthique, ce que nous dit Lévinas dans Éthique et Infini. Et dans Totalité et Infini, qui est l'autre bouquin que j'ai oublié chez mes amis, Lévinas parle du fait originel de la fraternité. Il emploie ce terme-là pour définir la fraternité, le fait originel de la fraternité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un fait originel? Ben, c'est un fait qui n'est ni physique, ni scientifique, ni observable, au sens où il relèverait des sciences dures ou des sciences sociales. Hein. Il faudrait alors entendre un fait métaphysique. Alors, la métaphysique, je rappelle en philosophie, ce qu'on appelle la métaphysique, c'est la recherche de la cause première. Hein. C'est ça la métaphysique. Donc, ça serait, ce fait originel, ça serait un fait métaphysique, ou alors une sorte de métafait qui nous serait constitutif, qui s'imposerait à nous, qui nous précéderait. Et Lévinas, il emploie ce mot-là, il parle d'épiphanie de la fraternité. Épiphanie, évidemment, il l'emploie au sens étymologique du mot. Épiphanie, en grec, ça veut dire apparition. Donc pour lui, c'est l'apparition de la fraternité qui est ce fait originel. Et du coup, la fraternité relèverait d'une nécessité et non pas d'un choix ou d'un regard idéaliste ou volontariste ou utopiste même qu'on donnerait à notre condition. Alors, nécessité au sens philosophique. Hein. Je ne sais pas si tout le monde voit la nécessité, ce qu'on appelle nécessité en philosophie, c'est l'impossibilité pour une chose d'être autre chose que ce qu'elle est. Donc, Lévinas voit la fraternité comme une nécessité et non pas comme l'inverse de la nécessité, c'est la contingence en philosophie. C'est-à-dire que quelque chose peut être une chose ou ne pas l'être, ou être différent. Donc lui, il dit, la fraternité, elle ne provient pas d'un choix, mais d'une nécessité. Comme le fait, par exemple, de manger. Manger, c'est une nécessité. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Ben, Lévinas, c'est comme ça qu'il voit la fraternité en disant que c'est une nécessité, ce fait originel. Alors, originel, ben, ça veut dire aussi qu'il est déjà là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la fraternité, elle est déjà là. C'est-à-dire qu'originel, c'est qu'il n'y a pas de commencement assignable, ni de fin prévisible. C'est originel. On pourrait dire que nous ne pouvons pas échapper à la fraternité. Si on suit Lévinas, on est insécablement frères par ce lien immanent. Alors, lien immanent, certains qui sont plus croyants ou plus mystiques que moi diraient lien transcendant. Mais on s'en fiche, quoi qu'il en soit, que le lien soit immanent ou transcendant. Ce que dit Lévinas, c'est qu'on ne peut que consentir
à la fraternité, puisque c'est une nécessité. Et toute la difficulté est précisément de comprendre que la fraternité ne relève pas d'un fait empirique, qui serait observable ou cumulatif, mais de comprendre que celui même qui fait part de son scepticisme vis-à-vis de la fraternité, ben, il participe quand même à son mouvement. Mais et quand bien même, ça c'est pas Lévinas qui le dit, hein, c'est moi, quand bien même la fraternité ne serait qu'une illusion ou un horizon, ben, cette illusion recèle bien quelque chose de positif. Et si ce positif, c'était justement le fait originel, cette présence-absence dont nous parle Lévinas. Donc je vous pose la question pour en reparler. Mais pour tenter de rejoindre en tout cas ce fait originel, ben, il faut l'éprouver. L'éprouver, ça veut dire qu'il faut en faire l'épreuve, et donc la preuve, par l'expérience. Alors, faire l'expérience de la fraternité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, il faut remonter un peu peut-être à l'étymologie. Expérience, ça vient du latin experiri, qui veut dire éprouver. Et le radical, c'est periri, où on retrouve la racine per. Per qui veut dire à travers en latin, comme dans le mot perforer. Hein, je passe à travers. Et il y a une autre signification de la racine qui est danger ou ennemi. Hein, on le retrouve dans le mot latin periculum, hein, ou en italien pericoloso. Hein, vous voyez, donc il y a cette double signification de à travers et de danger. Donc le sens de traverser, de passer à travers, d'aller jusqu'au bout, ça exprime la tension vers quelque chose à atteindre au-delà du visible. Parce que la fraternité, on ne la voit pas. Et le sens de ennemi ou danger indique que la traversée en question est quand même un péril, ou au moins un risque. L'expérience de la fraternité, c'est fondamentalement une mise en danger. Parce que cette expérience doit être comprise comme une traversée de soi, vers soi, peut-être même au risque de soi, en tant qu'exposition de soi, puisque faire une expérience, c'est s'exposer, hein, s'exposer à advenir à soi, mais en accueillant et en se soumettant à ce qui advient. C'est donc une épreuve. Il faut penser que la fraternité est éprouvante. Et c'est à ce prix qu'elle fera preuve. On peut même penser qu'il n'y a sans doute pas de plus grande épreuve que celle de la fraternité. Alors vous voyez que sous cet éclairage, elle n'a plus grand-chose à voir avec cette bouffée de bien-être ou ce supplément d'âme à laquelle on voudrait parfois la réduire. Mais cette épreuve et cet éprouvement, quels sont-ils? Ben, rien de moins, nous dit Lévinas, cette épreuve et cette mise en danger, rien de moins que l'épreuve du gouffre et de l'abîme de l'autre, nous dit Lévinas. Donc du lien humain qui m'ouvre à la présence de l'autre, de tout autre que l'on va désigner par l'altérité. Voilà, c'est ça, cette épreuve et cet éprouvement, c'est la présence de l'autre, ou l'épreuve de l'autre, que je désigne comme altérité. Et cet autre qui, lui, est déjà là, puisque le lien est premier, mais dont je suis pourtant séparé et auquel je m'expose. Je m'expose à l'autre. Ou parfois, je m'oppose à l'autre. La fraternité, c'est ça, c'est rien de moins que de faire l'expérience de cette exposition, de ce risque de l'autre, mais aussi du possible qui en résulterait. C'est ça que nous dit Emmanuel Lévinas. Et c'est, je crois, cette idée, justement, qu'exprime Emmanuel Lévinas lorsqu'il nous dit que l'autre, je le cite, l'autre est toujours là, qui m'interpelle de son visage. L'autre est toujours là, qui m'interpelle de son visage. Parce que le visage, c'est à la fois une réalité sensible, hein, mais c'est aussi une métaphore pour traduire cette présence irrémédiable, immédiate et irréductible de l'autre. Comme l'autre est toujours là, toujours déjà présent, toujours me sollicitant à l'envisager, dit Lévinas, c'est-à-dire envisager,
c'est-à-dire observer son visage, ben, je ne peux pas échapper au pouvoir de cette présence, à ce lien insécable. Donc, je dois me rendre à lui, me soumettre en quelque sorte à cette relation à laquelle je suis voué. C'est pour ça que, à cette apparition de l'autre, pour ça qu'il dit l'épiphanie d'autrui, hein, l'épiphanie d'autrui, elle est dans son visage. L'autre m'apparaît, et la première chose que je vois, c'est son visage, et je suis obligé de l'envisager, et ça engage immédiatement, nous dit Lévinas, le fait d'envisager l'autre engage immédiatement ma responsabilité. Aussitôt que l'autre me regarde, il m'incombe d'assumer sa faiblesse, sa fragilité ou sa vulnérabilité de l'autre. Et la relation qui s'établit, je cite Lévinas, la relation qui s'établit constitue le fait originel de la fraternité et engage ma liberté. Et dans Éthique et Infini, dans ce bouquin-là, il écrit, alors je n'ai pas noté la page, mais je l'ai surligné en jaune, donc vous le verrez. Dans l'Éthique infinie, Lévinas écrit « La relation intersubjective est une relation non symétrique. » Donc même si on n'est que deux, hein, vous et moi, on n'est que deux, c'est une relation non symétrique. Et pourquoi ? En ce sens, du fait qu'elle n'est pas symétrique, je suis responsable d'autrui sans attendre la réciproque. C'est-à-dire que quand on envisage l'autre, on doit être responsable de l'autre sans attendre que lui soit responsable de moi. Je n'attends pas la réciproque. Dût-il m'en coûter la vie, dit Lévinas. Et il rajoute, la réciproque, c'est son affaire. C'est fort quand même comme truc. Hein. C'est-à-dire que je suis responsable de l'autre, je n'exige pas la réciproque, c'est son affaire. Et l'on n'est pas seulement responsable de l'autre, nous dit Lévinas, on est aussi responsable de tous les autres. Autrui, c'est tous les autres. Et Lévinas explique que c'est là, à partir de cette, de cette responsabilité de l'autre, c'est là que se fonde la notion de justice, selon Lévinas. Parce que cette notion de responsabilité, elle n'est pas fondée dans les actes injustes de l'autre, puisqu'il n'y a pas réciprocité. On peut considérer qu'il fait des actes injustes, mais ce n'est pas les actes injustes qu'il commet envers moi. Ça, à la limite, je m'en fous. Mais dans les torts de l'autre envers la collectivité. Ce qui doit m'importer, ce n'est pas la relation bilatérale avec l'autre et le fait qu'il me procure du mal, mais la limite, c'est s'il procure du mal à l'ensemble de la collectivité. Et selon Lévinas, on doit jouer en permanence entre la justice et la prise en compte de l'altérité pour n'être jamais dans l'angélisme d'une relation égalitarisme où tout est permis, mais on doit être dans une réelle adaptation à la différence de l'autre. Là, je cite Lévinas, une réelle adaptation à la différence de l'autre dès lors que cette différence nourrit le groupe, nourrit la collectivité. Alors, bien sûr, la fraternité, ça ne doit quand même pas être un lieu d'enfermement, où le lien me conduirait à vouloir réduire l'autre ou à chercher à fusionner avec lui. Et elle n'est pas non plus la rencontre entre moi et un autre qui existerait séparément de moi et qui aurait à nouer des liens, penser des alliances, construire un pacte, je ne sais quoi, pour pouvoir vivre ensemble. Non. Cette pensée qui place l'autre avant le même, on l'a dit au début, l'autre c'est avant le même pour Lévinas, c'est en quoi consiste précisément la justice. Lévinas la baptise œuvre. Il dit cette pensée qui place l'autre, je vais appeler ça l'œuvre. Et l'œuvre consiste en un mouvement radical du même vers l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change notre esprit, qu'on passe d'une conception du même, c'est-à-dire l'autre c'est mon semblable, ce qui est une relation qui est rapportée à moi, à l'autre, c'est-à-dire je ne rapporte plus l'autre à moi. C'est un mouvement généreux et gratuit d'ailleurs, puisqu'il va jusqu'à penser la possible ingratitude de l'autre. Parce que je suis responsable de lui et je ne demande pas à ce qu'il le soit de moi. Parce que, justement, si on demandait
cette réciprocité, ben, ça nous ramènerait au même. C'est-à-dire qu'on dirait, ben, alors, moi je suis responsable de lui, lui pourquoi il ne l'est pas de moi? Donc on ramènerait la chose à soi au lieu de la laisser à l'autre. Et Lévinas, il emploie ce terme, il dit l'orientation vers l'autre, écoutez bien ce que dit Lévinas, que doit être une mise de fond en pure perte. C'est-à-dire on le fait en pure perte. S'il y a réciprocité, tant mieux. Si elle n'y est pas, tant pis, on s'en fout, du moment que ça ne porte pas préjudice à la collectivité, évidemment. Ce qui a pensé pour Lévinas, c'est que quoi qu'il advienne, je suis responsable de la responsabilité de l'autre. Être soi, c'est toujours avoir une responsabilité de plus que tous les autres. Et il cite souvent, dans plusieurs de ses bouquins, il ne se laissait pas de citer cette phrase de Dostoïevski. C'est un auteur qu'il adore, Dostoïevski. Il avait lu ça dans sa jeunesse, ça avait marqué son adolescence et il le citait souvent. Et Dostoïevski disait, chacun, est cité par Lévinas, hein, mais c'est Dostoïevski, chacun est responsable de tout devant tous et moi plus que les autres. Ça, c'était Dostoïevski. Et Lévinas, lui, il écrit, je suis plus responsable de l'autre qu'il n'est responsable de moi. Et si on déroule cette pensée hein, de Lévinas, notre richesse personnelle en tant qu'individu, ben, elle passe par la confrontation à ce qui est différent. Et non pas, on est loin, vous voyez, du même ou du semblable qui est mon frère. Non, là, c'est la confrontation avec le différent. On n'est pleinement homme que si nous nous confrontons et si nous acceptons l'irruption, l'épiphanie du visage radicalement différent de l'autre. En clair, rencontrer nos semblables, c'est moins important que rencontrer ceux qui ne sont pas mes semblables. Qu'ils aient une culture, une religion, une couleur de peau ou une position sociale différente, c'est ça qui est important. Rencontrer ceux qui ont la même couleur de peau, la même religion que moi, qui sont issus du même milieu social, ben c'est sympa, on va pouvoir discuter, mais enfin... non, Lévinas dit non, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer celui qui est radicalement différent. Donc qui n'a pas la même culture, pas la même couleur de peau, pas la même religion, on n'a rien en commun. Et il fait irruption, c'est l'épiphanie de l'autre, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui va me faire devenir homme, parce que c'est ça qui va me faire découvrir ma propre humanité. Et cette responsabilité que nous avons envers l'autre impose évidemment la fin de la méfiance. Et justement, là se situe l'épreuve dont je parlais tout à l'heure, quand je disais la fraternité, c'est une épreuve, ben là se situe l'épreuve. Parce qu'il faut, ça impose effectivement de ne plus se méfier de l'autre, ou au moins d'avoir un a priori empathique. Et c'est seulement au prix de ce travail, de cette épreuve, hein, on pourrait même dire presque de ce combat, que nous pourrons resignifier dans la République la liberté et l'égalité par la fraternité. Parce que du point de vue de la fraternité, la liberté, à ce moment-là, c'est plus la liberté de l'individu, hein, qui se pense seul à côté des autres, mais il apparaît au contraire que chacun d'entre nous porte la responsabilité de la liberté d'autrui, de la liberté des autres. Donc la liberté n'est pas seulement une conquête personnelle, mais ça doit être le résultat d'un effort collectif. Alors ça va un peu à l'encontre, même s'il est mort en 95 Lévinas, mais ça va un peu à l'encontre des thèses individualistes, néolibérales, on dirait, d'aujourd'hui. Il va à l'encontre de ça. Non, au contraire. Hein, c'est quelque chose qui se construit en groupe, la liberté, c'est pas une liberté individuelle. Et vu de la fraternité, toujours, l'égalité, c'est pareil. Elle prend aussi une autre signification. C'est plus la recherche frénétique d'un quantum de droit ou de biens qui devrait être identique chez tous. Elle devient l'appropriation de chacun par lui-même grâce aux autres. Et c'est bien ce que nous rappelle d'ailleurs, dans sa grande sagesse, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je vais vous le lire pour vous le rappeler, parce que c'est important. Cet article 1er, il dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience.
et c'est là l'important, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est ce que dit l'article 1er. Et on voit bien dans cet article que l'égalité des droits dont on parle au début de l'article, elle ne fait sens que par référence à la dignité de la personne. On voit bien que l'esprit de fraternité dont il parle là, ce n'est pas quelque chose de facultatif ou d'optionnel. Ce n'est pas une variable aléatoire, une variable d'ajustement qu'on utiliserait dans les temps difficiles. Mais cet article-là, il définit, comme Lévinas, la fraternité comme une obligation éthique. Et c'est en la défendant comme telle que cette grande oubliée, je dirais, de la devise républicaine, la vertu chaude de la fraternité, aura une chance de renaître, ou du moins de prendre sens chez tous les citoyens que nous sommes, où on rabâche parfois, moi le premier, cette devise sans réfléchir vraiment à ce que l'on veut mettre derrière. Parce que lorsqu'on est confronté à la différence, en étant capable de l'envisager comme un potentiel et non pas comme une menace, ben, ça permet déjà de relativiser ses propres certitudes, d'une part. Et d'autre part, de pouvoir nourrir avec l'autre, avec le différent, un dialogue qui à la fois nous grandit, à titre personnel, mais qui permet aussi de nouer des relations fructueuses. Si on se méfie de l'autre parce qu'il est différent et qu'on ne va pas vers lui, on n'aura jamais de relation. Donc, parce que dans un échange interculturel, et je reviens au thème de l'année de l'UPPA, ben, l'approche lévinassienne, c'est une plus-value. Parce que Lévinas nous enseigne, surtout, à nous mettre à la place de l'autre. Il faut pouvoir s'imaginer comme un autre et non pas seulement tolérer l'autre. Alors personnellement, moi j'ai horreur de ce terme tolérer. Parce que tolérer, c'est considérer qu'il est moralement bon d'accepter une chose que je juge être moralement mauvaise. Je juge que c'est moralement mauvais, mais c'est moralement bon de l'accepter, donc je le tolère. On ne tolère que ce qu'on désapprouve. Et c'est pour ça qu'on accepte la vérité de l'autre, quand on le tolère, avec souffrance, ce qui est d'ailleurs l'étymologie du verbe tolérer. Ça veut dire souffrir la présence de quelqu'un. En latin, tolerare, c'est supporter. Supporte. Et la notion de tolérance, elle induit en plus un rapport d'autorité, un rapport de force entre celui qui souffre et celui qui est souffert. Celui qui est toléré et celui qui tolère. C'est pourquoi nous devons accéder plutôt, comme le fait Lévinas, à la notion philosophique il dit, respect mutuel. Moi, je préfère respect mutuel à tolérance. J'aime pas tolérance. Parce que respect mutuel, c'est fondé sur un rapport horizontal. Tolérance, il y a toujours un rapport vertical. Celui qui tolère, qui se pense ou se croit supérieur à celui qui est toléré. Respect mutuel, c'est un rapport horizontal d'égalité. Et en ce sens, si on y réfléchit comme ça, effectivement, on s'aperçoit que la tolérance, c'est une valeur négative, alors que le respect, c'est une valeur positive. Pour faire régner la véritable fraternité, il faudrait peut-être faire comprendre aux hommes qu'aucun d'eux, c'est-à-dire chacun de nous, ne possède toute la vérité, mais que leur point de vue se complète. Et pour ça, le premier pas, et peut-être même le premier devoir, serait de considérer l'autre comme un être humain, et non pas comme un étranger, voire un barbare. Si au lieu de considérer l'autre comme un étranger ou un barbare, je le considère d'abord comme un être humain, ça change tout. Et ça, c'est pas nouveau, parce que, souvenons-nous qu'il y a 5 siècles même maintenant, comme le temps passe, Montaigne écrivait dans ses essais, je cite les essais de Montaigne, 1500 et des brouettes, « Chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage. »
D'ailleurs, ce que je n'ai pas l'habitude de voir, parce que je ne connais pas, je vais l'appeler barbare. Montaigne, il disait déjà ça. Et justement, c'est ça. Regardez, aujourd'hui, sur Terre, on est plus de 7 milliards d'humains sur cette Terre, et la personne la plus importante au monde, ça serait moi? C'est pas possible, ça. Mais si j'entends Lévinas, c'est l'autre qui me crée. Et du coup, l'altérité est dès lors cause et effet de la personne humaine, et mon identité est multiple. Et ça, c'est important de lire Lévinas pour penser à cette multiplicité de l'identité. Pourquoi? Parce qu'il y a danger. Il y a danger. Moi, je me souviens quand je ne sais plus quel président ou quel ministre voulait créer un ministère de l'identité nationale, là, ou de je ne sais pas quoi. Et c'est un danger sans nom de vouloir s'attribuer une identité unique, à se résumer à quelques-uns. Mais non, on ne peut pas se résumer à un pays, comme le voudraient les nationalistes. On ne peut pas se résumer à une ethnie, comme le voudraient les racistes, ou à une religion, comme le voudraient les fondamentalistes, ou à une culture, comme voudraient les partisans du choc des civilisations. Quel choc? Pas le choc des civilisations. Ou alors, comme le voudraient les économistes défenseurs de l'homo economicus, l'identité d'un idiot rationnel, quoi. Voilà, je vais peut-être pas m'attarder. Quelle heure est-il? Ah oui, il faut qu'on se dépêche. Ben, ça fait 1 heure, comme ça on a 1 heure pour débattre. Pour conclure, donc, ce danger de s'attribuer une identité unique, et il y a un philosophe anglais, contemporain, je crois qu'il est né en 1960 ou 64, donc c'est un bonhomme qui doit avoir une 60aine d'années aujourd'hui. C'est un Anglais, Simon Critchley. Il a écrit... Alors, Simon Critchley, Simon Critchley, pardon? Mais je vais vous dire qui c'est, alors. Alors, ça s'écrit... Alors, je vais prendre ces... Ça s'écrit C-R-I-T-C-H-L-E-Y. C-H-L-E-Y. Voilà. Simon Critchley. C'est un philosophe anglais. Hein. Il enseigne à New York. Et il est titulaire à New York, d'ailleurs, de la chaire Hans Jonas, qui est un autre philosophe du XXe siècle. Et il y a 2 bouquins, mais malheureusement, ces bouquins ne sont pas traduits en français. Donc, seuls ceux qui peuvent lire la langue de Shakespeare, mais il y en a un ils sont très intéressants parce qu'ils reprennent les thèses de Lévinas, et en les explicitant, il y en a un qui s'appelle, je vous les donnerai à la fin si vous voulez, si vous lisez l'anglais, The Ethics, excusez mon accent, The Ethics of Deconstruction, Derrida and Lévinas. Ça, c'était en 92. Et en 99, il a fait suivre par la suite du premier, qui s'appelle Ethics, Politics, Subjectivity, Essay on Derrida, Lévinas and Contemporary French Thought. Les penseurs français. Voilà. Donc lui, il part du même postulat que Lévinas, Critchley, sur la primauté de l'éthique dans la pensée de l'être. Hein. Et il écrit, alors là j'ai traduit cette phrase, alors la traduction est de moi, je ne sais pas si... Mais bon, je n'avais pas envie de vous la dire en anglais parce que je n'ai pas un bon accent. Il écrit, quoi que mon être puisse être, je le partage avec d'autres, ceux, et c'est ça qui est important, ceux choisis ou non qui font de moi ce que je suis. Choisis ou non. Ceux choisis ou non qui font de moi ce que je suis. Voilà, je vais terminer là, et puis on va passer... Et comme j'aime terminer en poésie, parce que j'aime bien la poésie, moi, ben, je vais vous proposer de conclure avec 3 poètes. Alors le premier, c'est un poète turc du XIIIe siècle. Comme on dit beaucoup de mal des Turcs en ce moment à cause de leur président, je me suis dit, mais attends, tous les Turcs... C'est-à-dire, quand j'étais en Angleterre et que j'ai vu une rousse, je n'ai pas dit toutes les Anglaises étaient rousses. Ben là, c'est pareil, tous les Turcs, ils ne sont pas Erdogan.
Donc ce poète turc du XIIIe siècle, il s'appelle Yunus Emre, et il a écrit ce quatrain que je trouve très beau. « Venez et faisons connaissance, rendons aisé le malaisé, aimons et tâchons d'être aimés, ce monde n'appartient à personne. » C'est beau, hein? Donc c'est le premier poète dont je voulais vous faire partager la pensée. L'autre, c'est un voisin, hein, il est mort, mais c'est René Char, qui est un poète de l'île sur la Sorgue, hein, et qui a écrit aussi ce vers que je trouve très beau, et qui croise la pensée de Lévinas. René Char a écrit « Ensemble, nous remettrons la nuit sur ses rails, et nous irons, tour à tour, nous détestant et nous aimant, jusqu'aux étoiles de l'aurore. » Et c'est beau, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer l'autre. On peut aussi se détester. Mais que je l'aime ou que je le déteste, ce qui est important, c'est de l'envisager au sens de Lévinas, et donc de pouvoir échanger et nous interculturaliser. Voilà. Et puis, pour terminer, un autre... Alors, je ne dis pas turc, parce qu'à l'époque où il vivait, au XIIIe siècle, c'est un contemporain de Emre, ce n'était pas la Turquie, là où il était. C'est un poète mystique, soufi, qui s'appelle Rumi, et il disait, et je terminerai là-dessus, « Celui qui cherche un frère sans défaut reste sans frère. » Je vous remercie de m'avoir écouté.